L'Olympia, salle mythique parisienne qui a vu se produire les Stones, les Beatles ou encore David Bowie. Ce soir, la salle rajoute un nom à son Hall of Fame, un nom helvète, le Genevois Alexandre Kominek. On va découvrir le nom en haut de l'affiche. Ah, c'est joli, hein. Ah, j'ai envie de chialer. Mais je suis un bonhomme, moi je pleure pas. C'est incroyable. Ça fait quelque chose, hein. Quand tu regardes tout le chemin, t'as tous les flashbacks, toutes les galères. Les salles pas remplies, les dettes, les galères, les bides. Et puis je suis fier. C'est ça qui est bien, c'est que je pleure, mais je suis hyper fier de moi. Alexandre Kominek, c'est ça, flirter en permanence avec le mauvais goût sans jamais tomber dedans. Pas arriver comme sensible quand même. Il y a des femmes et des enfants. Il y a des femmes et des enfants, j'adore ça. Hein? Non, tu sais, Carlos, c'est comme le Titanic. Les femmes et les enfants d'abord, c'est... L'ambassadeur du rire coupable. Non, on peut surtout pas rire avec ça, et pourtant, ça passe à chaque fois. Pas longtemps, je vais dans un resto avec des potes, je vais aux toilettes, les toilettes sont occupées. Donc je vais aux toilettes handicapées. Je sors des toilettes handicapées, il y a un handicapé. Je crois que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Ça n'arrive jamais. Ils ne sont jamais là. On peut en rire, il n'y a pas de rampe d'accès. Donc, et vu que je suis une merde humaine et que j'assume rien de ce que je fais, je te jure, je suis sorti des toilettes, j'ai vu l'handicapé, j'ai fait « c'est pas moi qui ai fait caca ». Je vous avais dit que j'étais une belle merde. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. On le retrouve en tournée pour son spectacle Bâtard sensible, l'oxymore qui lui va si bien. C'est ma nouvelle adresse, le train. Souvent on me dit t'habites où? Plus à Genève, plus à Paris? Là, sur un siège comme ça. C'est mes colocs. Voilà. Fabien, régisseur, et Bruno Pecky, humoriste de talent. Je le vois. Bruno Pecky assure la première partie du spectacle. Un one-man show qui se joue ce soir à guichet fermé au Grand Théâtre de Calais, sold out, comme un peu partout depuis 3 ans. Un succès qui parfois offre des surprises pour lui et sa compagne Florence Foresti. C'est quoi? C'est à manger? C'est à manger? Ne sois pas trop enthousiaste, quoi. Allez, doucement sur les fonds. Mais c'est qui? J'ai jamais vu un truc aussi moche. Mais t'inquiète, tu n'as pas ce front. Regarde ce front, c'est fou. Un cadeau qui se partage en couple. C'est fou. Mon Dieu, Alexandre, c'est dur la vie. Franchement, la vie d'humoriste, on n'en parle pas assez. C'est un putain de sacerdoce. Se taper ce genre de vérité en face. Thank you so much. Il y a 13 ans, Bruno était un simple spectateur d'Alexandre, dans un petit comédie club roman. Pour les deux, c'est un rêve de se retrouver à des kilomètres de chez eux, dans une salle comble. Est-ce qu'on est chaud pour Alex? Ouais! Comment le fait d'avoir joué devant 4 personnes, aujourd'hui se concrétise à jouer devant des salles de 1000, 2000, quoi. Ça, c'est génial. Et je suis content. Et je suis fier de moi. C'est fou, quoi. Moi, c'était à Avignon, j'ai eu un peu ce truc-là où j'étais en régie et je vois tout le monde rigoler et Alex sur scène. Je me dis, mais je me souviens quand je le voyais dans des petits comédie clubs à Genève et à quel point la progression et le chemin parcouru est dingue, quoi. Au boulot. L'ouverture du rideau est dans 2 heures. Ah, voilà. Soundcheck. 1. La chatte, la bite, la chatte, la bite, la chatte. Start spreading the news. I'm feeling today. La répète est faite, reste à attendre en loge, pas le meilleur moment de la vie d'artiste. Ça, c'est le pire moment pour moi. Là, le truc avant le spectacle. Parce que t'es là, tu sais que dans 1 heure, tu vas être en train de faire le clown. Et il y a juste t'attends. Voilà. Il n'y a rien à faire d'autre qu'attendre. Ah, la drogue. À la base, moi, j'avais signé pour sexe, drogue et rock'n'roll. La drogue et les filles. Même le rock'n'roll. Peut-être que là, dans un bar de Calais, on peut peut-être le trouver, mais je mange avant le spectacle, généralement. Parce que si tu bouffes tous les soirs au resto, après le spectacle, bah, tu deviens immense. Et ça, c'était la première partie de la tournée, je faisais déjà parce que je découvrais, donc j'étais en plein kiff.
Mais va te manger des bœufs carottes et des bourguignons à 23h avec île flottante, allez hop, le Dijon, le pinard et tout, tu fais ça 3 mois, tu te prends 10 kilos. Et après, tu le sens sur scène. Hein. J'étais essoufflé. Un facochère. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les trucs, les Welsh, là, les Welsh. C'est quoi, ça? Entrez dans une minute. Bien s'échauffer avant. Là, j'ai mes jambes qui se coupent. Et là, tu vois, on commence à rentrer dans la phase de pourquoi je fais ce métier, pourquoi j'ai choisi de m'infliger ça. C'est excitant en même temps. Le spectacle se terminera par une standing ovation. C'est presque devenu une habitude. Puis, une nuit à l'hôtel Ibis, départ à 9h du matin pour enchaîner avec la prochaine étape qui sera bruxelloise. Les 3 derniers mois étaient très chargés. Il a enchaîné tournée et tournage pour une prochaine série Netflix. Tout piquant que ce soit, il savoure la chance qu'il a et qu'il a su provoquer. La première tournée que j'ai faite, c'était pour faire des cafés-théâtres. Tu pars tout seul dans un train avec un sac à dos. T'as un régisseur que t'as jamais vu qui vient te chercher. Puis finalement, qui vient pas te chercher parce que bon, le théâtre, il a 10 minutes, hein, tu peux marcher. Tu fais ton soundcheck et tout avec un mec qui est dans ce même café-théâtre depuis 30 ans. Il a vu tous les pires spectacles de France. Il a plus envie de rire. Et puis tu joues devant des gens qui mangent des planchettes, tu vois, apéro et tout. Ça sent la rosette et le brie. Puis t'es là. Mais ça, c'est dur. Tu vois, quand t'es seul comme ça. Oh bah aujourd'hui c'est extraordinaire. Moi, ça me va très bien, ma vie aujourd'hui. Tu vois, les gens ils me disent de temps en temps, ils me disent c'est quoi ton rêve? Je suis en train de le vivre, mon rêve. Je vais au resto, je paye des restos avec l'argent de mes blagues. T'imagines? Parce que j'ai rigolé sur ma bite. Grâce à moi, tu peux prendre une entrée et un dessert. C'est quand même une belle histoire. France Inter. Retour à Paname. Alexandre est passé dans cette grande maison qui est celle de Radio France. Voici Alexandre Cominec. Ah, voici un homme qui fait du bien aussi. Durant 2 ans, il a chroniqué dans la bande originale l'émission quotidienne de Nagui. Moi, je vous l'ai dit, j'aime les femmes tous les jours du mois, todos los días. Bien sûr, parce que les règles, c'est pas un problème. Il suffit que tu mettes une tranche de limon derrière la molaire, une tranche de naranja sous la langue, c'est plus inconnu, c'est une sangria. France Inter, un passage, si ce n'est obligé, du moins recommandé pour réussir une montée à Paris. Il et elle sont presque tous et toutes passés par là. Voici Thomas Wiesel. Voici Marina Rollman. Voici Julie Conti. Voici Rebecca Balstra, le retour. C'est Bruno Pecky, la première partie du spectacle d'Alexandre Cominec, qui a pris sa place devant le micro d'Inter. On le retrouve quelques minutes avant le direct. Il ajuste avec le rédacteur en chef sa chronique. En fait, là, avec ce truc-là. Pour lancer un immigré pas intéressé, je dis voilà, qui a juste le film. Oui. Eh, bonjour Emma. Je pensais que t'allais faire genre. Ouais, c'est un peu le Graal, quoi. Moi, je sais que quand j'ai commencé l'humour, de voir toute la génération d'avant, les Thomas Wiesel, les Marina Rollman, etc., être sur France Inter et d'écouter les humoristes dessus, qu'ils soient suisses ou pas d'ailleurs, ça faisait rêver et ça fait toujours rêver. Donc de pouvoir maintenant en faire partie, il y a un truc un peu de... Pour soi-même, ça te donne la légitimité propre. Il y a un peu un gage de qualité et un truc... Et il y a aussi une exigence, quoi. Moi c'est ça aussi qui m'entraîne beaucoup. C'est même si je fais une chronique par semaine, je sais qu'elle doit être à chaque fois bonne et à chaque fois pertinente et à chaque fois drôle et à chaque fois... Voici Bruno Pecky. Quand Borjaski commence à faire des faux billets, il est pas français, pas riche et passe son temps à travailler seul sans avoir la reconnaissance que son talent mérite. C'est exactement ma vie en ce moment, quoi, je veux dire. Pour moi, la différence de Borjaski. Bravo à toi. Ça, c'est pour la caméra. Le même jour, à la gare de Lyon, Alexandre va chercher sa maman qui arrive de Genève. Mais je pense que tu sais quoi, on va prendre le métro, hein, parce qu'il y a trop de monde. Et puis parce que j'ai envie de rester simple, c'est pas parce que c'est l'Olympia qu'on prend les taxis à tout va, hein, j'ai envie de te dire. Et oui, ce soir, c'est le grand soir. Son fils a accroché sur l'Olympia leur nom de famille. Je suis très heureuse d'être à Paris parce que j'ai participé à tous ces spectacles en Suisse et ça, une belle réussite. T'as rien compris. J'ai l'impression qu'en fait, mon entourage, ma famille, a plus la pression que moi. Mais tu vois, mon frère, mes cousins, ils sont là, mais mec, c'est incroyable, c'est fou. Et à un moment donné, je dis, mais arrêtez les gars, enfin, c'est moi qui monte sur scène, donc vous me mettez tous la pression, mais vous allez être assez tranquille. Donc non, je suis vraiment, c'est que du bonheur. Allez, c'est parti pour 1 heure de salle. On est là. Ah ouais, je suis là pour du salle. De toute façon, t'as vu le décor, on n'est pas dans la grande librairie.
Ce soir, dans les loges de la mythique salle, les beaux bouquets ont remplacé les peintures douteuses. Merde, Nagui. Gentil. Rideau dans 1 heure, on se chauffe la voix. On se chauffe le corps et on conjure le sort avec Florence. 2 minutes. Allez, go. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, merde. Merde pour cette première. Défonce-les. L'Olympia est conquise, une salle comble qui savoure cet humour coupable. En fait, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient un peu ce que je fais. De parler de soirée, de parler de décomposition en after, de parler de soirées étranges, d'échangisme, en révélant tous les détails les plus deg et crasseux et ceux qu'on aimerait enfouir au plus profond de nous. C'est le truc dans lequel je suis plus à l'aise parce qu'en vrai, maintenant, j'ai l'impression vraiment d'être un pote fou. Je rentre pas dans un moule, je rentre pas dans un truc. Et je pense que c'est le truc le plus important dans la vie, c'est de ne pas se prendre au sérieux, quoi. L'Olympia debout comme un seul homme, c'est rare. Et ça sera le cas 3 soirs de suite. Merci. Génial. Putain. Ah ouais, T'as kiffé? Ah bah oui. Ça s'est vu. Ah ouais, Il était parfait. Tu sais que de temps en temps, je me mettais en pilote automatique. J'étais là, c'est fou. Je me disais, est-ce que tu prends conscience de ce qui est en train de se passer? C'est fou. Alexandre Cominac. Les loges se remplissent progressivement d'Apufiou. Nagui, qui a participé à son succès, est le premier à venir le féliciter. La chance de tomber dans une toute petite salle au Théâtre du Marais, de voir un gars devant peut-être 20, 25 personnes, je sais plus, et de rire. Mais vous savez, le rire où on a mal aux joues, où on pleure et on se dit « Non, c'est pas possible, il va pas aller jusque-là ». Et au-delà de ça, la chance de se fréquenter en dehors, dans la vie, et de voir le gars, mais tellement gentil, tellement timide, tellement humble, modeste, élégant, mais qui devient un monstre sur scène. Donc c'est un monstre de la scène. Il a fallu à Alexandre Cominac 13 ans entre sa première scène ouverte dans un café lausannois et les planches du mythique Olympia. Comme il le dit, 13 ans pour y arriver du jour au lendemain. Et avec nous en plateau pour en parler, Mickaël Borgognon, vous êtes réalisateur et auteur de ce reportage pour la RTS. Merci d'être là. Avec nous également Sébastien Cortési, fondateur et directeur de Jokers Comédie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Première question à vous, Mickaël Borgognon. Est-ce que Alexandre Cominac est un comique facile à suivre ? C'est un amour. J'avais peur en y allant, avant de le croiser la première fois à la gare du Nord à Paris, parce que j'admirais l'artiste, donc j'avais toujours un petit trac en le voyant. On a toujours peur d'être déçu des gens qu'on admire. Et en fait, c'est un amour extrêmement généreux, beaucoup moins sauvage que le personnage qu'il a créé sur scène. Alors oui, il a le côté un peu exubérant parfois, mais il est... il est extrêmement généreux, gentil et petit détail. Enfin, des trucs dans le spectacle, il adore tracher, on va dire tracher sa maman. Et en fait, c'est un fils aimant incroyable. Petite anecdote, quand le jour de l'Olympia, il a été chercher sa mère à la gare de Lyon cette fois-ci. Il y avait de la neige exceptionnellement à Paris. Il avait peur qu'elle soit pas assez équipée chaudement, donc il lui avait acheté une doudoune juste au cas où elle avait froid. Donc il est tout le temps comme ça, extrêmement gentil. Et attentionné. Et voilà. Mais et calme. Et comment vit-il cette notoriété ? Parce que... Comment vit-il cette notoriété ? Je crois qu'il est assez heureux. Je pense qu'on serait tous contents d'avoir passé 13 ans à beaucoup travailler pour arriver à ce sommet-là. Là, il est au sommet. Alors, il vit pleinement sa notoriété. Là, il commence à se dire qu'est-ce qu'il va faire après, parce que le premier spectacle, on dit toujours qu'on a toute une vie pour écrire son premier spectacle ou faire son premier album. Et après, pour le deuxième, on n'a plus que quelques mois. Donc là, il commence à réfléchir qu'est-ce qu'il va faire pour la suite. Mais là, il savoure la vie, il profite. Là, il vient de sortir, je sais, d'une tournée, ce qu'il appelle Plaisir. Il a été à Tahiti et à Papet, je sais plus, bref. Et donc ça, c'est les moments de bonheur qu'il savoure complètement. Donc je crois qu'il est content.
Sébastien Cortési, vous produisez de nombreux artistes humoristes romans. Comment déjà expliquez-vous leur succès en France? Parce que les Français, ils pensent presque qu'Alexandre Kominec est un humoriste français, en fait. Ils veulent nous les voler. Oui. Ça va pas du tout. On peut parler, mais vous les rendre peut-être. On peut parler de nouvelles vagues ou pas? Oui, en France, c'est vrai qu'il y a eu les Belges qui ont eu beaucoup de succès. Il y a eu un peu la vague belge, qui sont toujours là, et qui ont toujours beaucoup de talent. Et c'est vrai qu'il y a eu une vague suisse qui a été débutée. Enfin, il y a eu quelques artistes suisses qui sont venus spontanément à Paris sur ces 30-40 dernières années. Marie-Thérèse Porchet, Zouk évidemment, Frédéric Rocrosio. Et là, tout d'un coup, coup sur coup, on a eu Thomas Wiesel, on a eu Marina Rollman, on a eu Charles Nouveau, on a Bruno Pecky, on a Alexandre Kominec. Yann Marguet, évidemment. Ouais. Et ils sont nombreux à débarquer. Et vous l'expliquez comment? Je sais pas si Qu'est-ce qu'il y a dans leur humour qui passe bien en France? Tous ces artistes-là, en Suisse, on dirait qu'ils n'ont en tout cas pas le même humour. Donc j'ai de la peine à dire qu'il y a une patte. Ce qui est vrai, c'est qu'en Suisse, on a un grand vivier d'humoristes, assez extraordinaire, et qu'on a beaucoup d'humoristes qui travaillent beaucoup. Parce qu'en Suisse, comme il y a beaucoup d'humoristes, pour se faire remarquer, il faut beaucoup travailler. Et c'est peut-être ça qui fait que quand on arrive en France, souvent on a déjà rodé, on a déjà un peu fait ses armes en Suisse, ce qui fait que quand on arrive, on est prêt finalement. Ils sont peut-être moins politisés, parlent moins de politique, on va dire, que les humoristes français, par exemple, ou les Belges? Je dirais que pour faire des blagues sur quelque chose, il faut que ça nous fasse rire. Et c'est vrai qu'en Suisse, en tout cas, parler de politique suisse, ça nous amuse moins, parce que c'est pas toujours très rigolo. Et c'est vrai que par contre, on a une fascination en Suisse pour la politique française, qu'on suit parfois plus que pour notre politique à nous. Mais c'est vrai qu'on est aussi rompu à l'exercice de parler de sujets de société, peut-être moins que nos... Ouais, parce que là, typiquement, l'humour d'Alexandre Kominec, c'est pas du tout politique, en fait. Son humour, il peut... C'est le bâtard... Bâtard sensible. Oui. En gros, c'est l'ami qu'on a tous qui raconte un peu ses soirées qui dégénèrent. Et lui, il le raconte extrêmement bien. Donc, ça son créneau. Il n'est pas politique. Vous pouvez nous raconter justement le parcours d'Alexandre Kominec qui a grandi à Genève? Alors, je le connais pas par cœur. Genevois pur. Mais il a grandi à... 100% pur Genève. Exactement, un vrai Genevois, comme on les aime. Un jour, il y a ses copains qui lui ont dit, on a ras-le-bol que tu nous fasses le pit que pour nous. Donc, on t'a inscrit à une scène ouverte qui était à Lausanne. Ça l'arrangeait d'être à Lausanne, on est toujours mieux ailleurs. Donc, il a eu 2 jours pour écrire quelque chose pour Lausanne. Il a adoré quand cette scène ouverte de 10 minutes où il a explosé. Il a eu une sorte d'épiphanie. Il a adoré le contact de la scène. Puis il s'est dit, tiens, je veux faire ça. À ce moment-là, je crois qu'il avait essayé de se lancer en études d'avocat. Et puis, il a tout abandonné pour faire ça à fond. Ouais, Sébastien Cortési, c'est un peu ça le parcours d'Alexandre Kominec. Il voulait devenir avocat et finalement, il est devenu avocat du rire. Son début de parcours dans l'humour, et effectivement, il est arrivé tout de suite avec un style très à lui et qui était super, et il s'est très vite démarqué des autres, ce qui a fait qu'on pouvait le remarquer beaucoup. Ce qui était compliqué en Suisse, c'est qu'on dit parfois en plaisantant, le monde n'est pas prêt. La Suisse n'était pas prête pour ce qu'avait à proposer Alex, et qui était vraiment... ça sortait de tout ce qu'on avait l'habitude de voir. Et il y a eu un vrai phénomène pour lui aussi en Suisse quand il a débarqué à Paris, et où tout d'un coup, à Paris, on était peut-être plus prêt pour ce genre d'humour-là, où tout d'un coup, les Suisses ont fait « il est à nous, lui, en fait ». Et ça a généré aussi un intérêt et une acceptation plus forte de son style, qui est effectivement assez cash, assez trash. Enfin, une fois de plus, il faut être prêt. Hein. Quand on ne connaît pas Alex et qu'on le voit pour la première fois sur scène, il vaut mieux qu'on ait été prévenu avant, quand même. Et ça a contribué au succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il doit adapter ses sketchs en fonction du pays où il joue? Et puis, ce qui fait rire les Français, ça fait rire les Suisses aussi. Je pense que oui. Ça fait plus facilement rire. On fait plus facilement rire un Français qu'en Suisse, d'après ce que vous me dites. Non, je pense pas qu'on les fasse rire plus facilement. Après, il y a tellement d'humoristes aussi en France qu'on est peut-être plus prêt au stand-up. Le stand-up en Suisse, ça restait cantonné finalement auprès du grand public, je dis, hein, à des Thomas Wiesel ou à des Nathalie Rocha qui ont des styles bien à eux. Et Kominec, souvent on catalogue les humoristes de stand-uppers ou d'autres choses, mais au sein du stand-up, il y a une multitude de genres, de styles, d'approches qui est absolument extraordinaire. Et pour le coup, si vous comparez, je prenais l'exemple de Marina Rollman et Kominec, qui sont 2 artistes qui s'apprécient beaucoup, c'est pas du tout le même genre. Et je pense que pour le genre précis d'Alex, Paris était peut-être un peu plus près. Et je pense que parallèlement, ce dont il rit, on en rit autant en Suisse qu'en France. On dit souvent aujourd'hui qu'on peut plus rire de tout,
et surtout pas avec tout le monde. C'est un problème pour Alexandre Kominek. Vous en avez parlé avec lui, des limites, des sujets auxquels il ne veut pas toucher parce qu'il sait que c'est des sujets inflammables. Alors, ayant vu plusieurs fois son spectacle, il peut vraiment rire de tout, mais je pense que c'est toujours un peu on peut rire de tout et avec tout le monde, je suis persuadé, mais il faut choisir son moment en fait. On peut pas tout le temps. Il faut être sûr d'être drôle aussi. Alors lui, il est très drôle donc ça marche, mais on peut pas. C'est comme si quand on chante à tue-tête, on peut le faire dans un karaoké, dans sa voiture. Si on le fait seul dans un train, au milieu d'un train bondé, on aura l'air un peu ridicule. C'est pareil avec l'humour, on peut pas toujours tout dire à tout moment. Et c'est pour ça qu'Alexandre, il a pas envie qu'on filme son spectacle, parce que quand on vient voir son spectacle, on signe pour un show global, et si on prend juste un petit bout de son spectacle, il peut vraiment paraître pour tous les ismes pas bien. Et c'est pour ça qu'il faut attendre le bon moment pour avoir cet humour-là. Donc on peut rire de tout, mais il faut choisir le moment. Sébastien Cortési, vous êtes d'accord? On dit souvent que les sketchs de Pierre Desproges aujourd'hui, par exemple, ne passeraient plus à la radio ou à la télévision. Vous avez l'impression, vous sentez cet étau qui se resserre un peu en termes de liberté d'expression, en tout cas qu'il y a des sujets auxquels il est plus difficile de toucher qu'avant? Je pense qu'il y a des sujets, les sensibilités évoluent au fil des années, c'est sûr. Il y a des sujets qui sont devenus plus sensibles auprès d'un certain public aujourd'hui que c'était à l'époque. Écrivant des blagues avec Marie-Thérèse Porchet, je suis bien placé pour savoir que quand c'est Marie-Thérèse qui dit les choses, par exemple, on peut tout dire, on n'a aucune restriction. Après, même avec Marie-Thérèse, il y a des choses qui feront plus rire que d'autres, il y a des choses qui faisaient plus rire il y a 30 ans et moins maintenant. Je ne crois pas qu'il y ait une censure permanente. Oui, il y a des courants, il y a des mouvances qui font qu'on juge plus ou moins certaines blagues, mais je crois qu'effectivement, le cas d'Alexandre Kominek est un très bon exemple de dire qu'il existe des contextes. Aujourd'hui, certaines limites qui existeraient pour certains n'existent manifestement pas pour d'autres. Rencontrer le succès en France, c'est vital, Michael Borgognon, car l'espace roman, c'est-à-dire l'espace francophone en Suisse, est peut-être un peu étroit pour gagner vraiment sa vie, ou bien? Je pense que quand on est sportif, on a tous envie d'avoir un jour peut-être une médaille d'or, et je pense que en tout cas les Jeux Olympiques ça fait rêver, et quand on est humoriste, peut-être que l'Olympia ou Paris ça fait rêver parce que c'est un peu un Graal, mais il me semble pas que ce soit totalement indispensable pour réussir. Il y en a plein qui ont décidé de rester, plein d'humoristes qui ont décidé de rester uniquement en roman, citons Simon Roman ou d'autres personnes comme ça, mais il y a plein de gens qui décident de rester en Suisse, et là ça commence à grandir en Suisse romande. Ça grandit pas, mais il y a de plus en plus de demandes. Mais pour ceux qui ont envie de partir à Paris, c'est clair que c'est un Graal d'aller réussir là-bas. Ouais, l'humour, c'est rentable, Sébastien Cortési? Ça dépend pour qui. C'est toujours la même chose. Ça peut l'être. Il faut tourner obligatoirement dans des films, il faut faire beaucoup de seul en scène. Comment on peut vivre, comment on vit en tant qu'humoriste? Pour compléter la réponse de Michael, c'est vrai qu'en Suisse, en fait, il y a des artistes qui gagnent très bien leur vie en Suisse, sans aller en France. Je prends l'exemple de Thomas Wiesel qu'on a cité plusieurs fois. Lui, il a eu l'occasion d'aller jouer à l'Olympia plusieurs fois et il n'a pas souhaité. Il a souhaité faire d'autres salles parce que, justement, pour lui, c'est pas un objectif personnel. Et il y a des artistes dont c'est le rêve, il y a des artistes dont c'est moins le rêve. Ce qui est sûr et certain, c'est que jouer en Suisse, quand on a un peu de succès, et en étant suisse, c'est beaucoup plus confortable que d'aller jouer en France. On fait beaucoup moins de kilomètres. On peut rentrer tous les soirs, dormir à la maison. On est casanier en Suisse, on aime bien. On gagne mieux notre vie aussi par représentation. Les structures de production sont plus petites, donc coûtent moins cher, donc on a besoin de moins de dates pour rentabiliser un spectacle. Donc il y a des désavantages. C'est pas la même popularité, c'est pas le même bassin de public potentiel, c'est pas le même nombre de représentations, mais il y a un confort à être en Suisse qui est extraordinaire. Donc on n'est pas forcément obligé de passer par des chroniques dans les médias, tourner dans des films pour vivre véritablement de son humour. Ce que je peux vous dire, c'est que si demain vous êtes humoriste et que vous êtes la tête d'affiche d'un film à succès, votre carrière d'humoriste va être catapultée. Prenez l'exemple d'Artus en France, qui a fait un film qui a cartonné. Depuis, il a rempli la Défense Arena, il a joué devant des dizaines de milliers de personnes. C'est extraordinaire. Donc ça peut être un vecteur. Ce qui est sûr, c'est qu'en Suisse, pour gagner sa vie, c'est pas à travers les films, ni même forcément à travers certaines chroniques qu'on va gagner notre vie. C'est vraiment en faisant des événements privés, en faisant ce genre de choses. Ce qui est vrai aussi, c'est que le service public suisse, pour lequel tout le monde s'est beaucoup battu récemment, contribue vraiment à apporter une stabilité aux humoristes romans, parce que d'avoir une chronique fixe chaque semaine dans un média, ça aide bêtement à payer son loyer. Est-ce que vous sentez qu'on a plus besoin d'humour qu'auparavant, ces dernières années, dans un contexte international très tendu, on va dire, où la guerre fait souvent la une des journaux? On sent qu'on a besoin d'humour. L'humour est à la mode, entre guillemets. Je crois que pendant le Covid, il y a eu tous ces grands débats de qui est indispensable, qui ne l'était pas. On s'est rendu compte que à très court terme, sur l'espace de 3 jours, l'humour n'est pas essentiel et qu'à moyen long terme, l'humour en réalité aide beaucoup. Et c'est vrai que le contexte actuel, on se rend compte qu'en réalité, on vend plus de billets que jamais
avec le contexte, je travaille pour la revue de Lausanne qui produit des blagues d'actualité, on pourrait se dire avec la lourdeur de l'actualité, les gens voudront plus venir voir notre spectacle. Au contraire, ils ont besoin de cette petite bulle d'oxygène-là. Par contre, c'est vrai que le jour de la guerre, en février 2022 maintenant, Oui, quand la guerre en Ukraine s'est déclenchée, s'est déclarée, pendant quelques jours, les gens n'ont plus acheté de billets du tout, parce qu'on avait d'autres préoccupations. Mais une fois le coup de fouet passé, on se rend compte que on a besoin de vivre, on a besoin de rire ensemble. Petite info pratique, il a d'autres dates en vue, Alexandre Kominek. Il est prévu qu'il aille se produire, je sais pas, au Québec, sur le continent africain, en Belgique, d'autres pays francophones. Hein. Non, malheureusement pas en francophonie, mais il va faire une tournée américaine. Alors, en français, mais il fait des salles comme il va à San Diego, à San Francisco, New York. Ça, à la rentrée, il va voir la communauté septembre, francophone aux États-Unis. Et là, il y a une série Netflix où il est la star qui sort fin avril, qui s'appelle Recalé. Donc, on pourra le voir comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sébastien Cortési. Merci Mickaël Borgognon de m'avoir accompagné sur ce plateau aujourd'hui.